48 heures de Zoom, Milan. Allez. Merci à toi, Yann, d'être là. C'est vraiment cool. Un peu au débeauté, c'est en fait quand on a vu ton article, qui est d'ailleurs une deuxième version, une version améliorée, augmentée d'un article que tu avais déjà fait il y a quelques temps, que certains pilotes se sont dit, ah putain, ça pourrait être vachement chouette de pouvoir rencontrer ce monsieur, et où je me suis permis de te contacter, et tu nous as très gentiment répondu à accepter de venir voilà, discuter avec les pilotes, raconter un petit peu ce que tu fais, d'où tu viens, ta façon de réfléchir, de penser, et puis surtout de mettre en pratique ton journalisme. Donc voilà, déjà un super grand merci. Et puis je te passe la parole, le crachoir et l'écran que tu vas pouvoir partager. Voilà. Ok, merci Damien. Bonjour à tous. Je vais vous faire passer un petit slide et que je vous filerai le lien à la fin parce qu'il y a quelques liens qui peuvent vous intéresser à l'intérieur. J'ai essayé un peu de thématiser cette intervention parce que si je vous fais mon CV, ça risque d'être un petit peu fastidieux et surtout à distance. Et j'ai essayé un peu de trouver un fil conducteur à l'ensemble de ma carrière, enfin en tout cas de mes expériences de journaliste, parce que ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais du journalisme. Et j'ai tourné autour de cette idée de renouer les liens entre les journalistes et le public, parce que, comme vous allez voir, c'est une réflexion ou une obsession qui traverse un peu toutes mes expériences. Ça donne un peu cohérence à tout ce que j'ai fait. Est-ce que pour le son, ça va? Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Ouais, ça roule. Bon, Parfait. n'hésitez pas à m'intervenir. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche sur Zoom, mais il y a peut-être moyen de lever la main ou de prendre la parole tout simplement s'il y a des questions au fil de mon exposé, quoi. Le point de départ, plutôt le moment un peu tournant, le moment clé dans mon expérience, c'est 2007. C'est le moment où j'ai rejoint Rue 89. En fait, j'ai rejoint l'équipe peu de temps après le lancement, à peu près deux semaines à peu près après le lancement. Et avant ça, j'avais passé tout mon temps, toute ma carrière dans la presse écrite. Donc j'ai commencé à travailler sur le web en 2007 et ça a pas mal bousculé les choses pour moi, comme je vais vous le raconter. Donc avant ça, j'étais secrétaire de rédaction pigiste. J'ai travaillé notamment à Libération, à Télérama. Mais on est à une période avant 2007 où le web est absolument pas sexy et le journalisme web attire vraiment pas. Moi, je sors d'école en 2000-2001. À ce moment-là, je suis vraiment orienté presse écrite. Je suis passionné par ça, je suis passionné par le papier, je suis passionné par la réalisation, la maquette, le SR, l'editing. Et j'imagine pas du tout travailler sur le web. J'en parle parce que bon, ça fait un peu vieux con, ça fait un peu voilà, histoire. Mais c'est intéressant quand même de se remettre un peu dans ce contexte. Il y a eu un gros creux après la première bulle d'enthousiasme et la bulle de spéculation aussi sur les startups fin des années 90-2000, mais à ce moment-là, sur le web, à partir de 2003-2005, enfin, Damien pourrait en parler aussi, c'est un peu le creux de la vague et à titre personnel, moi je n'imagine pas du tout prendre du plaisir à travailler sur le web, quoi. Ça change complètement en 2007 et assez brutalement. Je me prends vraiment dans la figure ce qu'on a appelé le journalisme participatif, qui connaît à ce moment-là son âge d'or. C'est pour ça que je parle du début d'une conversation, parce que pour moi, c'est une période où les journalistes ont commencé à sortir de leur tour d'ivoire, de leur isolement, et à commencer à renouer la conversation avec les lecteurs, à refaire rentrer dans le jeu les lecteurs. Je vous disais, je travaillais en presse écrite, je travaille notamment à Télérama. Télérama, c'est un endroit, à l'époque, vous pouviez passer votre carrière entière à être journaliste à Télérama sans jamais rencontrer, sans jamais discuter avec un lecteur. Il y avait un courrier des lecteurs, mais il y avait une personne qui était chargée de gérer le courrier des lecteurs et de faire la sélection, etc. Je pense que des journalistes regardaient quand même leurs mails et leurs courriers, mais globalement,
si vous aviez décidé de vous en foutre et de faire votre travail dans votre coin, c'était tout à fait possible. C'était possible de faire toute sa carrière comme ça. À partir de 2007-2008, ça change, et notamment avec cette mécanique de commentaires, qui était très forte à rue 89, qui était très forte aussi dans les blogs, et la période qui a précédé l'âge d'or des blogs, notamment des blogs politiques. Et en fait, moi je découvre que, en gros, derrière l'écran, il se passe des choses. Derrière les articles qu'on publie, les gens, les lecteurs réagissent, s'énervent, se passionnent, s'agacent, s'enthousiasment pour ce qu'on fait. Je le vois comment? Bah, je le vois notamment avec les commentaires, qui sont, pour moi, aujourd'hui encore une matière formidable. Malheureusement, c'est plus très à la mode, ça a généré beaucoup de problèmes dans pas mal de médias, parce qu'il y avait notamment des problèmes de modération, avec des commentaires racistes ou insultants qui se multipliaient. Donc bon, beaucoup de journaux en ligne ont décidé de fermer le robinet. Moi, je reste convaincu qu'il y a des choses à faire avec les commentaires, même s'il faut réussir à encadrer ça et à valoriser ça. Donc la capture d'écran que je vous ai montrée, par exemple, c'était une façon de valoriser ça, ce qu'on appelle la sélection de rue 89, où le journaliste allait sélectionner parmi les commentaires ceux qu'il trouvait intéressants, et c'est ceux-là qui s'affichaient par défaut en dessous de l'article. C'était une sorte de tableau d'honneur, et ça permettait de faire un sas assez intéressant entre l'article lui-même et puis le fil de commentaires qui est derrière, et qui est parfois un peu fouillis, avec voilà, des systèmes de conversation, de thread, voilà, qui s'éternisent. Bon, donc du coup, on avait entre les deux, entre le fil brut de commentaires et puis le texte de l'article, on avait cette sélection. Ça, c'était quelque chose d'assez intéressant à travailler, quoi. Mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel on a expérimenté le journalisme participatif, loin de là. Il y avait notamment le formulaire de contact. Ça, c'est tout con, mais au moment du lancement de Rue 89, alors que les fondateurs s'étaient dit voilà, on veut être un journal ouvert, on veut que les gens puissent se publier ou être publiés par nous, on veut que les gens puissent voilà, participer à la réalisation du travail journalistique. Mais quelques jours avant ou quelques heures avant, ils n'avaient pas de boîte «Contactez-nous» sur le site. Ils s'en sont rendus compte brutalement, et ils ont mis un gros, voilà, un gros bloc assez haut sur la homepage avec «Contactez-nous, envoyez-nous vos photos, envoyez-nous vos vidéos», enfin, une espèce d'un truc assez visible, quoi. Ce qui fait que pendant toute la vie de Rue 89, on a reçu un flot continu de messages dans le formulaire de contact, des messages envoyés via le formulaire de contact, et c'était quelque chose qui était vraiment une mine d'or. Mais une mine d'or au sens propre, c'est-à-dire que quand vous avez une mine d'or, l'or, il suffit pas de se baisser pour le ramasser, il faut travailler la roche, et il faut casser les cailloux pour récupérer les filons d'or. Là, c'est pareil, il y avait un flot de choses, avec beaucoup de spam, beaucoup de trucs qui étaient voilà, sans aucun intérêt, mais à l'intérieur, il y avait vraiment des pépites, des gens qui avaient envie de témoigner, des gens qui avaient envie de prendre la parole, des gens qui avaient envie de se secouer un peu les journalistes et de leur dire qu'ils se trompaient, ou qu'ils n'avaient pas traité telle info ou telle actu. Et nous, on s'est beaucoup appuyé là-dessus. C'est une autre forme de participation que les commentaires, mais c'était quelque chose d'assez fort, et qui a donné lieu à des dizaines et des dizaines d'articles, rien qu'avec cette truc, contactez-nous, sur la page d'accueil, assez haut en fait. Depuis, bon, j'ai notamment passé quelques années comme consultant, et ça fait partie des conseils que je donne à mes clients, c'est soignez votre formulaire de contact. Faites en sorte qu'il soit visible, faites en sorte qu'il soit agréable à remplir, faites en sorte que derrière, il y a une mécanique pour réorienter facilement tous ces messages. S'il y a un problème d'abonnement, que ce soit le service d'abonnement qui le récupère. Si c'est un problème je sais pas moi, une suggestion de sujet, ça arrive à la rédaction. En gros, essayez un truc aussi con que le formulaire de contact ou le lien «Contactez-nous», essayez de le travailler, parce que ça fait partie des liens qu'on peut développer. Donc il y a toutes ces promesses du journalisme participatif qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai autant kiffé, et pourquoi ça a été aussi fort pour moi, cette expérience-là? C'est parce qu'il y a eu une circulation accrue de l'information avec le jeu des liens, chose qu'on connaît bien aujourd'hui, mais aussi le fait qu'on se faisait facilement le porte-voix des lecteurs. C'est-à-dire que le journaliste s'effaçait un petit peu comme auteur et comme producteur de l'information, mais parfois on se mettait au service du lecteur qui avait vécu un truc fort, par exemple un cas de violence policière, parce qu'à l'époque ça arrivait déjà, ça s'est multiplié depuis. Donc en gros, le type, il appelait rue 89, il était sous le coup de l'émotion,
et il avait envie de raconter. Donc, soit une démarche traditionnelle de journaliste, ça aurait été de dire, bon, bah, je vais enquêter, je vais prendre son avis, enfin, son récit, pardon, et ensuite je vais aller voir le commissariat de police, éventuellement la justice, enfin, voilà. Nous, on faisait ce travail de vérification, bien sûr, pour pas diffuser des informations non vérifiées ou fausses, mais on allait laisser les lecteurs raconter eux-mêmes leur expérience à la première personne avec des papiers de type témoignage qui ont fait un peu aussi la spécialité, qui faisait partie des spécialités de Rue 89. Et ça, c'était aussi vachement intéressant d'être à cet endroit-là, à ce moment-là, de voir que finalement le journaliste pouvait un peu s'effacer et servir davantage finalement de relais, de plateforme, enfin, en tout cas de porte-voix. Moi, j'aime bien cette idée de porte-voix pour des gens qui, justement, n'ont pas accès facilement à la parole parce que c'est des simples citoyens ou c'est des gens qui n'ont pas l'habitude forcément d'écrire, qui n'ont pas forcément, sont pas forcément très actifs sur les réseaux sociaux. Voilà. Ce qui était aussi intéressant dans cette idée de sentir l'impact de l'information, c'était les débats qu'on était capable soit de relayer, soit de faire éclater, et qu'on allait ensuite faire rebondir. Donc, il y avait une sorte comment dire, de plaisir à s'attaquer à un sujet. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'obsessions, par exemple. Le site Quartz a développé un truc qui s'appelle les obsessions. En France, les jours ont aussi des obsessions. Bon, bah, c'était un peu ça derrière, c'est-à-dire on va choper un truc qui est dans l'actu, et puis on va décider que ça va être un sujet rue 89 et qu'on va le faire. Et du coup, on l'a fait. Alors, un exemple, peut-être pour que ce soit un peu plus concret, je me souviens d'un juge d'instruction qui faisait souvent des tribunes sur E89 pour parler de la justice. Et puis dans une de ces tribunes, dans un de ses textes, il avait une formule un peu rapide sur les jeunes de banlieue ou les jeunes des quartiers qui font plein de conneries. Enfin, vous voyez, ce genre de truc un peu. On n'avait pas forcément, à la relecture, on n'avait pas forcément tiqué. Mais ce magistrat, personne un peu chic, un peu a l'habitude d'être respecté, écouté. Enfin, ouais, vous voyez bien un peu le type d'élite dont on parle, ou le type de notable dont on parle, quoi. Et du coup, ça avait énervé un de nos lecteurs qui lui avait répondu en disant « Moi, je suis un jeune des quartiers et je ne suis pas ce que vous racontez, ou de toute façon, je déteste cette expression. » Enfin, il avait vraiment pris la parole. Et le type était vraiment un nobody. Enfin, c'était juste un lecteur, mais juste sa réponse était super. Elle était hyper éclairante. Elle montrait bien que derrière un type de langage ou quelque chose qui ne porte pas forcément à conséquence ou à laquelle on ne réfléchit pas, derrière cette formule un peu toute faite, il y avait quelque chose à gratter derrière et quelque chose à analyser, quoi. Et derrière, le magistrat en question avait lui aussi répondu. Donc en fait, il y avait deux personnes qui ont des parcours de vie, des occupations et des engagements qui sont très différents l'un de l'autre, qui tout d'un coup se retrouvaient à dialoguer ensemble et à avoir ce type et à mener une conversation collective finalement, parce qu'évidemment tout le monde continuait à réagir, à envoyer des commentaires et à proposer. Vous voyez, autour de quelque chose qui était au départ pas grand-chose, enfin, au départ une formule dans un texte, quoi. Cette idée de se greffer comme ça sur l'air du temps et puis essayer de faire progresser le débat, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup plu, quoi. Donc voilà, ça c'est 2007, c'est ma découverte du journalisme en ligne, ma découverte du journalisme participatif, et donc une remise en question personnelle, enfin, pas au sens douloureux, mais au sens, voilà, ça a vraiment transformé ma façon de faire du journalisme. Mais si je remonte un peu en arrière, je me dis que bon, derrière, c'est pas des choses qui sont si éloignées de mes débuts, puisque moi j'ai commencé à faire du journalisme en 97, 98, à peu près dans ces eaux-là. Et j'ai commencé, comme beaucoup de journalistes en France, en presse quotidienne régionale, à Ouest-France, à Quimper, enfin en Bretagne. Et en presse quotidienne régionale, quand j'y pense, je me dis qu'on avait finalement un peu le même rapport qu'on avait entre ce que je faisais à rue 89 et ce que je faisais à Ouest-France. Finalement, il y a des éléments de comparaison qui me semblent aujourd'hui frappants. C'est-à-dire qu'on a des journalistes que les lecteurs connaissent parce qu'ils les fréquentent souvent. Et c'était pareil à rue 89, à force de nous voir écrire, de pouvoir nous interpeller, de voir qu'on répondait aux commentaires, et ben, nos lecteurs aussi, ils nous connaissaient. Ils avaient une image de nous, et ils nous malmenaient parfois, ils nous trollaient souvent, mais des fois, ils étaient contents aussi, des fois. Et donc,
Cette relation directe avec les journalistes et lecteurs, ben, finalement, c'est un peu la même chose qu'on avait en presse, que j'ai connu moi en presse locale, avec cette idée aussi du lecteur qui s'invite dans la rédaction. Ça, c'est un truc qu'ont vécu pas mal de journalistes locaux. C'est, voilà, on écrit un truc dans le canard, et le lendemain matin, le mec, il lit qu'on a écrit un truc sur lui, ça l'énerve ou ça l'agace, et du coup, il va physiquement se débouler dans la rédaction pour dire je suis pas content, je suis pas, voilà. Et du coup, bah, il faut gérer le lecteur. On dit, bah, oui, monsieur, désolé, mais c'est comme ça, vous avez fait une bêtise et moi je le raconte, ou si vous voulez, vous pouvez faire un droit de réponse, ou si vous voulez, on fait un deuxième article. Vous voyez, cette idée, voilà, du mec qui va vraiment débouler, du lecteur qui déboule à l'intérieur du process de fabrication de l'information. C'est un peu la même chose que j'ai vécu à Rue 89. Et puis donc le lien fort avec la communauté, il y a un vrai attachement des gens. Il y avait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, maintenant je connais moins ce domaine-là, mais il y avait en tout cas un fort attachement des gens, des Bretons, des gens dans ma communauté en Bretagne, avec leur canard, leurs médias, Ouest France, le Télégramme de Brest. Enfin, c'est quelque chose qui est présent dans les familles, qui est présent le matin au petit déjeuner, qui est présent le week-end quand on a le temps de lire les suppléments, avec les avis d'obsèques, avec des choses qui touchent aussi à l'intime souvent de la vie des gens, les mariages, les performances des enfants dans les clubs sportifs. Tout ça crée des liens très forts entre les journalistes et les lecteurs, quoi. Et finalement, dans les premières années de ma carrière, quand je travaillais à Télérama, que je travaillais à Libération, à l'équipe ou ailleurs, bah, j'avais perdu ça. J'avais perdu ça puisque dans ces rédactions parisiennes à l'époque, on ne se préoccupait pas forcément beaucoup de cette relation, de ce lien avec le lecteur. Enfin, en tout cas, c'est mon vécu à moi, quoi. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que là, je vous parle un peu d'un âge d'or qui est un peu révolu. Peut-être Damien ne serait pas forcément d'accord, mais bon. Cette idée, voilà, de journalisme participatif, de journalisme où le lecteur est très actif et où il va être publié, il va participer au process de création de l'information, tout ça, elle s'est un peu perdue en route, cette idée-là. Et on a eu finalement une reprise en main par les plateformes. Donc là, je vous montre deux schémas que j'ai piqués sur une note de blog de Thierry Crouzet, qui est un blogueur un peu un ancien, un vieux blogueur, en tout cas un type qui est présent sur le web depuis longtemps. Et en fait, il résume dans le schéma de gauche le monde dans lequel on se trouvait un peu en 2007, avec un monde qui s'était devenu beaucoup plus plat qu'avant, et avec la possibilité pour à peu près n'importe qui de prendre la parole, de se créer un blog, d'intervenir sur E89, d'être très actif sur un forum, et du coup, finalement, de s'adresser à tout le monde avec voilà, une absence de hiérarchie et surtout une désintermédiation qui était très forte à l'époque. Enfin, moi, je trouve qu'elle était très forte, c'est-à-dire que vous pouviez vous exprimer, vous pouvez prendre la parole, et vous n'aviez plus forcément besoin d'un média pour le faire, quoi. Alors, c'est encore aujourd'hui le cas, c'est encore le cas aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de passer par la RTBF, par France Télévisions, par Radio France pour s'exprimer. Mais ce qui a changé, c'est une nouvelle couche qui est apparue, qui sont les plateformes de type réseaux sociaux, pas seulement eux, mais très souvent eux, Facebook, Twitter, LinkedIn et compagnie. Et du coup, ils se sont retrouvés finalement à reprendre la main sur la distribution de l'information. Certes, la production de l'information, elle reste possible, elle reste libre, mais avant, la distribution se faisait de manière plate. Enfin, chacun voilà, allait prendre des nouvelles du voisin ou de ce que racontait le voisin sur son blog, sur un forum, etc. Maintenant, pour avoir de l'audience et pour pouvoir la prendre, et pour pouvoir prendre la parole, c'est grâce aux réseaux sociaux que ça va être possible. Donc, on a eu comme ça une réintermédiation avec de nouveaux acteurs très puissants qui se sont mis entre nous et le public, entre les producteurs et les consommateurs. Et ça a en bonne partie tué, je pense, le journalisme participatif, puisque au lieu finalement de contacter Rue89 pour faire publier un témoignage, au lieu de se saisir de tel ou tel journaliste, maintenant, le premier réflexe, c'est de tout balancer directement sur Facebook et sur Twitter. Et après, les journalistes courent derrière pour aller raconter l'histoire et essayer d'enquêter ou de reprendre
ce qui s'est passé, quoi. Et ça, c'est c'est un peu dommage, mais en tout cas par rapport à la période que j'ai vécue, je trouve ça un petit peu dommage. Je vais essayer de pas trop m'éterniser, parce que je vois que le temps passe. Donc à cette période-là, cette fin de l'âge d'or, on va dire, il y a aussi une installation, oui, une défiance qui s'est installée. Je vous ai mis là un graphique que malheureusement vous devez déjà connaître, qui est l'évolution de la crédibilité des médias telle qu'elle est mesurée par Kantar et le journal La Croix chaque année. Donc c'est à peu près en début d'année, février-mars, que ça sort. Et là, j'ai mis les derniers chiffres. Vous voyez, on est à 23% seulement de confiance globale dans ce que racontent les médias sur Internet. Il y a Catherine qui pose la question, Yann, Ah, est-ce que tu pardon. as Ouais, non, pas de souci. Je jette un œil dans la conversation, puisque quand tu es en full screen, je pense que tu les vois pas. Ah, voilà. Est-ce que tu as des exemples actuels de gestion de commentaires qui te semblent pertinentes, ou en tout cas de génération, de remontée d'informations via les commentaires qui fonctionnent bien et qui créent de la valeur? Aujourd'hui, il faut voir ce que fait notamment le New York Times et le Washington Post. Et pour avoir plein d'exemples, il faut regarder un truc qui s'appelle The Coral Project, qui est un projet. Je vais essayer de trouver un lien et de vous le mettre en chat. Alors, c'est un projet, je ne sais pas s'il est encore très actif, mais il y a énormément de bonnes pratiques et de guides sur leur site. Je sais pas Ok. retrouver où c'était. Bon, j'envoie déjà le lien vers le truc global et c'est là-dedans qu'on peut avoir de bonnes idées. Alors, il est où le chat plus converser, voilà, c'est ça. Tac. Donc, on est dans un contexte de défiance. Je pense que vous avez tous vu ça. En tout cas, pour la France, je connais moins la situation en Belgique. Et certains vont tirer parti de cette défiance. Je vous ai mis ici une capture d'écran deux captures d'écran d'un petit film de promo d'un média qui s'appelle lemedia.tv, qui était lancé par des proches de la France insoumise en France. Et vous voyez le discours promo de ce nouveau média, de cette nouvelle télé sur Internet. C'était ça, c'est-à-dire une espèce de montage pseudo rigolo. On voit un type en train de flinguer des soldats derrière un sniper avec son espèce qui flingue les gens. Et en fait, les gens, on a mis des logos de journaux, de médias à la place, Le Monde, CNews. Donc on avait comme ça des nouveaux médias qui déboulent et qui sont clairement dans un discours d'hostilité et même voilà, d'attaque franche sur les médias existants, quoi. Puis, derrière ça, il y a aussi bien sûr la montée des fake news, la montée des opérations de propagande. Je vous la fais courte, je ne voudrais pas trop vous déprimer, et puis je voudrais revenir un peu à mes propres expériences. Mais pour moi, si je dois résumer l'enjeu aujourd'hui et la priorité, enfin une des priorités, disons plutôt un truc qui me reste en tête, que j'ai toujours dans le fond, en tâche de fond, quand je travaille, c'est réduire la distance entre le journaliste et l'audience. C'est autour de ça, finalement, que beaucoup de mes expériences tournent. Et pour la suite de ce petit exposé, je vais vous raconter, enfin, je vais vous parler de 3 moyens pour moi, 3 façons de réduire la distance entre le journaliste et son audience. J'ai vraiment pioché pour essayer de garder l'essentiel et puis et puis aussi peut-être de démarrer un peu la conversation, parce que je suis assez curieux de voir, vous qui êtes en période comme ça d'incubation et d'ébullition, de voir un peu ce que vous en pensez et puis ce que vous tirez de tout ça. Donc la première chose que moi j'ai faite pour essayer pardon. La première façon pour moi de renouer le dialogue avec le public et de retrouver de la confiance et de retrouver du lien plus globalement avec l'audience, c'est d'oser des nouveaux formats et de travailler à des nouveaux formats. Donc ça, c'est une part importante de mon boulot, à la fois quand j'étais à Rue 89, puisque à partir de 2007, j'ai passé 7 ans à Rue 89, et à la fin, enfin, au bout de quelques années, je suis devenu rédacteur en chef adjoint chargé des innovations et donc des nouveaux formats éditoriaux. On a fait énormément de choses dans ce domaine. Autour du journalisme participatif, j'en parlais, mais pas que. Aussi, on a commencé à faire un peu de data journalisme à l'époque, c'était assez nouveau. Et ensuite, quand j'ai quitté Rue 89, je suis devenu consultant.
Et pendant 4 ou 5 ans, j'ai aussi fait pas mal de nouveaux formats où j'ai participé à des réflexions sur de nouveaux formats. Derrière le mot nouveau format, je mets quoi? Je mets des contenus qui tirent parti de toutes les possibilités des supports numériques. Parce que ça peut s'appeler infographie, ça peut s'appeler data visualisation, certains appelaient ça des petits objets multimédia. On a aussi beaucoup parlé à un moment de web documentaire. Enfin, ce truc-là a pris plein de noms. Moi, je trouve que le mot qui résume le mieux tout ça, c'est nouveaux formats éditoriaux. C'est de nouvelles façons de raconter les histoires grâce aux possibilités des supports numériques. Donc, alors, après, quand je dis nouveau format, il y a des gens qui commencent déjà à partir en courant en disant c'est des trucs qui coûtent cher, c'est des trucs qu'il faut avoir des compétences fortes en interne, c'est des trucs qui sont réservés à des grandes structures type New York Times et compagnie. Ce à quoi moi je réponds que ça peut être ça peut être au contraire très simple. Je vous ai parlé des commentaires sur U89. À l'époque, c'était très vivant. Encore une fois, parce qu'il n'y avait pas Facebook, Twitter et compagnie. Du coup, on avait des commentaires super intéressants. Du coup, qu'est-ce qui nous empêche de faire une revue de commentaires? Et finalement, on faisait ça, on faisait un article qui se contentait de reprendre des commentaires. Et des fois, c'était super bien. Si les commentaires étaient bons et si la sélection était bien faite, puis si on arrivait à construire un petit récit autour de ça, c'était très bien. Bon, ça, c'est zéro investissement, c'est zéro compétence, vous n'avez pas besoin de graphiste, pas besoin de développeur, vous avez juste besoin d'être malin et de vous dire, bah, il y a des commentaires qui sont intéressants, faisons donc une revue de commentaires, quoi. La newsletter éditorialisée, bon, aujourd'hui c'est super à la mode, il y a plein de projets, là, il y a Bulletin qui se lance, on parlait de Jean Agatechi, bon, on est là-dedans, mais tout le monde a aujourd'hui à peu près compris à quel point c'était simple et intéressant comme produit à lancer la newsletter, mais je peux vous assurer qu'il y a quelques années, ce n'était pas du tout le cas. On se contentait de newsletters automatisées en reprenant tous les derniers articles publiés, puis on balançait ça en espérant que les journalistes, que les utilisateurs s'abonnent. Et en fait, on a découvert qu'on pouvait faire quasiment un nouveau média, comme pour Bulletin, comme pour des newsletters de l'IB par exemple, avec une propre identité, une propre identité éditoriale, une propre identité graphique. Et tout ça, tout simplement dans le cadre d'une newsletter, quoi. Pour moi, ça fait aussi partie des nouveaux formats. Et puis voilà, bon, j'ai mis un peu pour la blague une vidéoconférence Zoom, mais c'est pas qu'une blague. Là, en ce moment, à contexte, on travaille sur un format de rencontre avec les lecteurs par vidéoconférence à cause de l'épidémie et puis des restrictions de circulation. Donc on essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de ça. Et là encore, il n'y a pas un gros investissement à faire. Alors après, les nouveaux formats, c'est aussi des choses beaucoup plus sophistiquées, y compris des choses que moi j'ai pu réaliser après dans ma carrière, qui vont des data visualisation aux infographies 3D, à la réalité augmentée. Donc là, effectivement, là, le coût d'entrée est plus élevé, mais ça existe aussi. Et puis, on peut aussi avoir dans certaines structures, avec certaines conditions, avec certaines équipes, ce type d'ambition. Alors en France, on n'est pas super bon. C'est un peu un regret parce que quand je vois ce qui se fait aux États-Unis, quand je vois ce qui se fait en Grande-Bretagne, quand je vois ce qui se fait même en Asie du Sud-Est, je suis un C'est peu... pas meilleur en Belgique, hein, t'inquiète pas. mais voilà, il y a un vrai il y a un vrai souci là-dessus, enfin un vrai souci. Disons que voilà, on n'a pas encore des équipes suffisamment rodées, suffisamment formées, suffisamment efficaces dans des grosses rédactions type Le Monde, type Le Figaro, etc. Ça vient petit à petit, parce qu'il faut non seulement avoir les équipes, mais il faut aussi avoir le management qui suive derrière. Bon, je vous épargne ça si vous voulez, on pourra en discuter après, mais disons que voilà, de toute manière, si je reviens à mon propos, oser les nouveaux formats, c'est une bonne façon de s'intéresser à nouveau au lecteur, mine de rien, hein. Je vous ai mis le schéma que vous avez peut-être déjà croisé du design thinking avec, bon, maintenant le design thinking c'est un peu tarte à la crème, tout le monde en fait, machin, hein. Bon, moi je trouve quand même que si on doit résumer les étapes d'un projet, c'est plutôt un bon framework, enfin, en tout cas, c'est d'avoir ces fameuses étapes et la manière de concevoir les projets du design thinking, c'est une bonne base. Après, chacun bricole sa méthode, voilà, Damien, ses propres outils, ses propres trucs. Bon. Moi, j'aime bien, en tout cas, et particulièrement la première phase, la phase d'empathie.
où on va aller chercher les besoins de l'utilisateur, on va chercher, et donc version journaliste, ça donne qu'est-ce que tu veux comme information, de quoi tu as besoin comme information, et qu'est-ce qui te sera utile, qu'est-ce qui te sera... Bon, tout ça, c'est hyper sain et hyper intéressant pour retrouver du lien avec le lecteur et le remettre au cœur du travail de journaliste. Donc derrière, quand je fais des nouveaux formats, forcément, je me repose la question du lecteur, qu'est-ce qu'il veut, sur quoi il va cliquer, qu'est-ce qu'il va attendre comme données, de quoi il va avoir besoin comme mise en forme. Donc, je cesse d'être un peu en mode pilote automatique, comme beaucoup de journalistes encore aujourd'hui qui disent, bah voilà, je prends mon actualité, je fais mon petit article, je publie, et puis ensuite je rentre me coucher. Je suis forcé, puisque je dois faire un nouveau format, de réinterroger cette question de qui est mon lecteur, qu'est-ce qu'il veut et de quoi il a besoin, puisque je suis en train d'inventer une nouvelle façon de raconter l'information. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Donc, dans la conception de nouveaux formats, on parle de l'utilisateur. Alors, pour être là aussi un peu concret, quelques expériences. Ça, c'était un questionnaire qu'on avait fait avec les équipes de Courrier International au moment où ils voulaient faire un nouveau projet sur mobile, qui a débouché sur le Réveil Courrier, une web app avec une sélection d'articles publiés le matin, un peu inspiré de la matinale du Monde. Mais à l'origine du projet, ils n'avaient pas forcément d'idées très arrêtées sur quoi faire. Et du coup, on a fait ce questionnaire. Aujourd'hui, c'est très courant. J'en ai encore vu un qui circulait sur quel site j'ai vu ça? Ouest France. Enfin, ce matin, c'est marrant, j'ai tombé sur ce type de questionnaire. À l'époque, quand même, c'était pas si courant. Et ce qui est sympa, c'est que quand on travaille bien ces questionnaires, on peut vraiment faire des choses. Et ce que j'aime bien montrer, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, là, j'avais commencé à faire des petites présentations sur mobile. Donc ça, c'est des petits bricolages. C'est juste, voilà, sous Photoshop, ça m'a pris 5 minutes pour faire, voilà, imaginez un courrier international tout en images, avec que des photos et tout. Et on demandait aux gens de noter de 1 à 5 ce format de présentation. Et après, on avait un deuxième format qui était de type conversation. Ça, c'était la grande époque des chatbots et des bots sur Messenger. Tout le monde pensait que ça allait être... Bon, au final, ça a souvent été abandonné, mais à l'époque, il y avait cette idée qu'on pouvait faire des médias sur Messenger. Donc, sous forme de robots conversationnels, quoi. Donc, j'avais fait ça comme deuxième type de présentation. Et ensuite, on avait un truc que j'avais appelé éléments clés, qui était un peu sous forme magazine, et on avait, vous voyez, le CDI, les chiffres. Voilà. Donc, on avait 3 nouveaux formats, mine de rien, en tout cas nouveaux pour Courrier International à l'époque, et on pouvait comme ça les tester très vite avec ce système de questionnaire, quoi. Et les résultats étaient hyper tranchés. Ils ont détesté le truc conversation. Donc, quelque part, finalement, ça a confirmé le fait que ce format-là a quand même été largement abandonné depuis. Bon, en fait, c'est les lecteurs, en tout cas ceux de Courrier International qu'on a interrogés, parce qu'il y a forcément un biais, ça ne leur plaisait pas du tout cette histoire de raconter une histoire par des conversations. Ils trouvaient ça pas pratique du tout. Et tout en images, ça leur allait pas non plus. Ils n'aimaient pas trop non plus. Mais en revanche, ils ont surkiffé le troisième, là, avec les petits modules, quoi. Finalement, c'est pas l'appli Réveil Matin, elle ne ressemble pas à ça, mais l'idée de fonctionner par module, elle était intéressante et elle a pu alimenter la réflexion globale sur le projet et sur leur projet en mobile, quoi. Et du coup, on peut récupérer comme ça des informations sur les attentes des lecteurs et sur leurs besoins réels en termes d'information, avec très peu d'investissement. Vous voyez, c'est un Google Form, ça nous a pris 3 heures pour le faire un peu propre avec les journalistes de courrier qui étaient chargés de ce projet. La petite boîte qui me... Donc voilà un exemple de façon de remettre le lecteur dans la boucle. Bon, évidemment, je pense que vous avez aussi cette démarche-là. Enfin, connaissant Damien, je suis assez peu inquiet que vous allez forcément tester des choses et puis aller sur le terrain pour voir si les gens répondent à ce que vous proposez. Voilà.
L'autre façon, c'est de faire du prototypage. Donc ça c'est le travail que j'ai fait pas mal avec Contexte au début. Je fais un peu moins aujourd'hui parce que bon, j'ai un peu plus l'habitude des formats qui fonctionnent. Mais il s'agit de mettre en place assez vite, de faire un mock-up ou un click dummy, enfin il y a plein de noms pour appeler ça, où on fait la page sans rien développer, sans faire une ligne de HTML ou de JavaScript, juste sous format image. On fait une page et on commence à le montrer alors, là, en l'occurrence, c'était pour l'équipe, mais pour certains prototypes, on allait jusqu'à envoyer le lien du prototype à une série d'utilisateurs. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a fait de temps en temps. Et là aussi, on avait assez vite de l'insight, enfin, on a assez vite des réponses des gens et on oriente forcément à la conception du nouveau format. Je n'ai pas retrouvé de prototype plus complexe que ça, mais on peut maintenant, avec des systèmes comme InVision, comme Sketch, comme Marvel, on peut faire du prototype interactif où les gens ils peuvent cliquer, se balader un peu sur ce faux site. C'est vraiment un site en carton-pâte. On fait comme si on avait fait le site. En fait, en vrai, on n'a rien développé, on n'a même pas une URL. Voilà, mais déjà, on commence à récupérer des informations sur ce que les gens kiffent ou sur ce que les gens, sur ce dont ils ont besoin et puis sur ce qui les laisse indifférents. Dernier exemple, c'était le temps. Donc, le temps a fait beaucoup a lancé toute une réflexion sur sa relation avec les lecteurs. Ils avaient fait appel à moi pour animer un atelier et ça a débouché sur une initiative, un projet qui s'appelle Hyperlien. Voilà. Et voilà, c'est une rubrique qui est dédiée à l'interactivité entre les lecteurs. Ça, c'est issu d'une réflexion. Alors justement, on parlait des commentaires. Eux ont réouvert des commentaires. Ça me fait marrer parce qu'on a parlé beaucoup des commentaires pendant cet atelier de 3 jours. Donc finalement, ça a infusé. Et puis un an plus tard ou 2 ans plus tard, ça déboule. Et puis, vous voyez, c'est là qu'ils vont raconter les problèmes de comment on fait un journal à distance à cause du coronavirus. Voilà, donc leurs initiatives auprès des lecteurs sont rassemblées dans cette nouvelle rubrique Hyperlien. Et donc cette rubrique, elle est née d'un atelier de réflexion qu'on a mené au temps et qui était super intéressant. Qui était super intéressant parce que peut-être approche suisse de la chose, moins d'arrogance, moins d'idée que le journaliste doit un peu se protéger du lecteur, doit être un peu dans sa bulle pour travailler de manière tranquillement. Bon, ça arrivait un peu quand même, mais globalement, une équipe qui adhère très, très, très sincèrement à cette idée d'ouvrir les portes et les fenêtres, quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas autant à l'époque, parce que culture papier, parce que vieux titre, enfin, le titre est récent, mais le temps est l'héritier de quotidiens qui sont beaucoup plus anciens. Lectorat assez âgé, en tout cas sur papier. Donc, enfin, plein de raisons qui font qu'ils avaient raté un peu le train du participatif et de tout ce que j'ai pu commencer à raconter depuis tout à l'heure. Et grâce à cet atelier, puis grâce surtout au travail qui a été fait par les équipes là-bas, on a vraiment un journal qui s'ouvre sur son lecteur via diverses initiatives, quoi. Donc voilà un peu pour les nouveaux enfin bon, on travaille sur l'innovation et sur les nouveaux formats pour quelle forme ça a pris, je vais dire, et puis en quoi derrière on retrouve cette idée de lien avec le lecteur. Je vous ai quand même mis des choses plus récentes, des projets plus récents sur lesquels j'ai travaillé. Aujourd'hui, je suis un peu plus focus sur la data. Donc là, on est un peu loin de la relation avec le lecteur et tout ce que j'ai pu raconter. Mais bon, voilà, c'est le tournant qu'a pris ma carrière depuis quelques mois, depuis quelques années maintenant. Divers projets, donc je ne vais pas les rentrer dans le détail, mais si jamais vous avez envie que je rentre dans le détail, pour le coup, ça sera avec plaisir pendant la suite de la conversation. Mais il y a notamment cette enquête publiée sur Contexte où je travaille maintenant sur la sécurité des centrales nucléaires françaises. Et on a eu la chance d'avoir accès à un gros fichier qui contient tous les événements de sécurité déclarés depuis 1973 dans les centrales, dans tout le parc nucléaire français.
Et on a travaillé plusieurs semaines avec un journaliste de contexte qui s'appelait Victor Roggeken, et on a essayé de trouver tout ce qu'on pouvait apprendre en travaillant sur ce gros fichier ça s'appelle des événements significatifs de sûreté. En gros, c'est les incidents nucléaires enregistrés dans toutes les centrales. On a eu accès à ce fichier grâce à une institution. C'est pas un truc qu'on a volé ou qu'on a piraté, ce qui aurait pu être le cas d'ailleurs, mais on a eu accès à une institution à exceptionnellement autoriser des journalistes à travailler sur ces données. Donc ça, c'est vraiment un des projets dont je suis le plus fier. Hein. Clairement, en data, c'était assez costaud techniquement, sur la base de données elle-même. Et le sujet lui-même est hyper technique. Quoi. Dès qu'on commence à s'intéresser à des trucs aussi compliqués que les centrales nucléaires, bon, il a fallu prendre plein de précautions, il a fallu travailler vraiment de manière proche avec des spécialistes du sujet pour ne pas raconter de bêtises, et puis voir si les courbes, les graphes qu'on sortait avaient du sens, s'ils n'étaient pas en train de tordre le sujet dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, grosse production et dont je suis assez content. J'ai aussi travaillé récemment avec 60 millions de consommateurs sur les prix de la SNCF. Julie, j'ai vu qu'il y avait Julie qui était parmi vous, c'est un sujet qu'elle connaît bien elle aussi, sur lequel elle a travaillé aussi. Et on a pu scraper les prix des trajets en seconde classe sur toute une série de destinations. Et on a pu voir comment ces prix étaient hyper évolutifs, hein, puisque le système de yield management des prix du train en France fait qu'on peut avoir un tarif pas cher du tout le matin, et puis on se reconnecte le soir et on se retrouve avec une forte hausse de tarifs. Et c'est quelque chose qui agace beaucoup les Français, enfin les utilisateurs de train, parce que c'est très difficile d'anticiper le prix réel d'un billet. Tout va dépendre de l'offre et de la demande, de la période. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voyager à ce moment-là? Donc à 60 millions de consommateurs, qui est un magazine sur les arnaques et sur la consommation en général, c'est quelque chose qui revient souvent dans les courriers des lecteurs, et voilà, ils sont très souvent sollicités par les lecteurs sur ce sujet-là. Donc on a voulu vérifier par une enquête data ce qu'il en était vraiment, et comment les prix du train pouvaient varier, quoi. Donc là, je me suis contenté de livrer les données. C'est vraiment les journalistes qui ont travaillé sur l'enquête. Et voilà, c'était un chantier de scraping sur le site de la SNCF qui était un peu velu, parce que c'est pas facile de scraper un site qui n'a pas envie d'être scrapé. Donc celui-là, visiblement, vous l'avez vu, c'est mon dernier bébé, le chasseur de clichés, avec une infographie. Ouais, mon ordi a un petit peu de mal à tourner, il souffre un peu avec Zoom, mais normalement c'est un peu plus fluide que ça. Des petites animations autour des expressions toutes faites publiées dans la presse française, et qui et puis derrière une interview, pardon, avec de linguistes, de spécialistes de la langue française, quoi. Je vous ai mis aussi pour la bonne bouche cette grande infographie qu'on avait fait pour les européennes à contexte. Alors à l'époque, avant les élections, on avait un suivi des sondages. Maintenant, c'est juste un suivi du Parlement tel qu'il est aujourd'hui, puisqu'il y a toujours un peu de départ et d'arrivée. Voilà, ça y est, il se charge correctement. Donc il y a une carte, il y a un cartogramme avec tous les députés dans les pays, les répartitions nationales par groupe, etc. Enfin voilà, ça aussi, gros travail de data et de mise à jour avec contexte. Mais je vous avais promis 2 autres méthodes, ou 2 autres façons pour moi de chercher du lien et de recréer du lien avec le lecteur. L'autre thématique sur laquelle je vais m'arrêter juste quelques minutes, c'est cette idée de plonger dans les analytics, qui aussi s'emparer des données. Et je vous ai mis cette quote de Cécile Deshédin que j'aime bien: si vous ne vous intéressez pas à vos chiffres de fréquentation, c'est que vous ne vous intéressez pas à vos lecteurs. Et si vous ne vous intéressez pas à vos lecteurs, pourquoi faites-vous ce métier? Alors c'est un peu lapidaire, c'est un peu expéditif, tout le monde ne sera pas d'accord avec cette citation, mais c'est vrai que dès que j'ai commencé à travailler sur le web, j'ai découvert des outils comme Google Analytics, que vous connaissez sans doute, et ça m'a assez passionné dans le sens où derrière, il y avait le lecteur, même si c'est des chiffres et même si c'est des graphes et des courbes. En vrai, derrière, c'est le lecteur, comment il se comporte, comment est-ce qu'il
reçoit l'actualité, comment il l'appréhende, ce qu'il en fait, ce qu'il le partage, etc. Et donc, comment dire, ça fait partie des cordes à mon arc, en tout cas, ça fait partie de mes spécialités, le travail sur les données, quoi. Comme je fais ça un peu depuis 2007 et que j'ai testé pas mal d'outils, et puis au-delà des outils, j'ai aussi un peu réfléchi à qu'est-ce que c'est vraiment des analytics ou des métriques qui ont du sens pour les journalistes. J'ai résumé ça dans une note sur Medium, enfin sur le blog Medium de Contexte, où je raconte un peu ma vision des choses. Et voilà, donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux y revenir de manière plus détaillée. Mais juste un petit truc, Damien, tu es toujours là? Ah ouais. Est-ce que je prévois d'arrêter à 15 heures pour laisser du temps un peu aux questions-réponses, ou est-ce que... Par exemple, Ouais, ça te va? c'est comme tu le sens. Je pense qu'il y a d'autres questions qui sont en train de remonter aussi. Ouais, je veux pas Voilà, mais trop... comme ça, Je je veux pas... vous laisserai échanger là-dessus. Ouais. Ok. Donc je me donne encore allez, 10 minutes pour boucler un peu mon propos liminaire, quoi. Donc, parmi les idées que je défends moi beaucoup sur le rapport aux analytics, il y a ces tableaux de bord personnalisés. Voilà celui qu'on utilise depuis longtemps maintenant à Contexte. Où on va aller piocher, vous voyez, là, il y a assez peu de données. En l'occurrence, là, c'est juste un petit panorama de l'audience globale. Mais en revanche, on va essayer vraiment de donner du sens à la data, au truc de fréquentation qu'on récupère. Là, c'est le nombre d'abonnés la semaine dernière, le nombre de visiteurs non abonnés, enfin de visiteurs totaux la semaine dernière. Et on met ça en regard à la même semaine il y a un an et à la moyenne hebdomadaire depuis un an. Ça, c'est un truc que j'utilise assez souvent parce qu'en fait, l'audience d'un site web, elle fluctue énormément avec la période. Il y a toujours des creux en juin, juillet, pendant les vacances de Noël, etc. Donc du coup, on peut avoir l'impression que la semaine est catastrophique ou que la semaine est formidable, mais il faut toujours essayer de la comparer à d'autres, quoi. Donc du coup, là, on voit que pour les abonnés, par exemple, on est à peu près pareil qu'un an avant, mais qu'on est un peu au-dessus de la moyenne. Donc on est capable finalement de savoir si on a fait une bonne semaine ou pas en termes de trafic, de façon un peu plus assurée. Bon, ça c'est un exemple assez simple, mais j'ai aussi travaillé, bon ça c'est moins intéressant, enfin, c'était juste sur la longueur des newsletters, ce qu'on appelle les briefings chez nous. J'ai fait des compteurs vraiment pour la rédaction, pour éviter qu'ils écrivent trop long. Je raconte un peu tout ça dans les notes. Mais on a aussi travaillé, donc là, l'exemple que je vous montrais, c'était l'audience globale. Mais on a aussi bossé sur une question qui est assez intéressante, je trouve, qui est qu'est-ce que c'est un article qui a marché? Comment est-ce qu'on peut mesurer le succès d'un article? Bon, ça, c'est tout con, mais si vous allez dans pas mal de rédacs aujourd'hui, je suis sûr qu'ils n'auront pas forcément une réponse claire à cette question-là. Ils vous parleront sûrement de chiffres, voilà, de trafic brut, mais je soupçonne que dans pas mal de rédacs, dans pas mal de médias, on n'a pas une idée très claire de qu'est-ce que c'est qu'un article qui marche. Nous, on a voulu vraiment réfléchir à cette question-là et appuyer notre travail sur les données aux réponses qu'on est capable de faire à ça, quoi. Est-ce que cet article a été beaucoup lu par nos abonnés? Première réponse. Est-ce qu'il a convaincu des gens de prendre un abonnement d'essai? Deuxième réponse. Est-ce qu'il a bien circulé sur les réseaux sociaux? Troisième élément de réponse. Et quatrième élément de réponse, est-ce que d'autres personnes ont créé des liens vers cet article? Ce qu'on appelle les sites référents dans le matière. Et du coup, on est capable de fabriquer ce type de graphique en radar pour chaque article publié sur Contexte et essayer d'avoir une idée assez bonne du succès de l'article. Vous voyez, donc l'avantage de ce type de présentation, c'est qu'on ne s'attache pas qu'à une seule donnée, par exemple le nombre de pages vues, le nombre de clics, mais on va chercher un compromis, on va chercher à intégrer plusieurs dimensions et un article peut être décevant, enfin son score peut être décevant dans une dimension, mais peut-être ça peut être rattrapé par une autre dimension, quoi. Et c'est vraiment une réflexion, je trouve, enfin en tout cas que les gens qui connaissent un peu le sujet ont trouvé ça assez intéressant de reposer la question des stats, de reposer la question des analytics, en essayant de trouver des nouvelles façons d'y répondre, quoi. Et dernier élément, c'est une petite alerte Slack que j'ai pas mal fignolé. L'idée étant que les journalistes n'ont pas forcément trop le temps de plonger dans des tableaux de bord, de plonger dans
dans des graphiques, etc. Donc là, ils reçoivent un résumé hyper succinct des stats de la semaine. Comme ça, ils n'ont même pas besoin d'aller dans Google Analytics ou dans un autre outil pour voir comment ça. Ils ont les trucs les plus importants qui déboulent. Et vous voyez, je ne sais pas si c'est lisible sur mon écran, je vais peut-être zoomer encore un peu plus, mais on a aussi des infos sur la longueur des briefings. Donc, les briefings sont les newsletters quotidiennes de contexte. Et on a une petite alerte comme ça si jamais les journalistes ils ont écrit un peu trop long pendant la semaine à l'intérieur de ces newsletters, quoi. Puis il y a une blague à la fin pour ceux qui ont vraiment lu jusqu'au bout. Voilà pour les analytics. J'y reviendrai si ça vous intéresse. J'ai plein de choses à vous raconter, enfin plein de choses, quelques trucs à vous raconter là-dessus. Le troisième élément, le point final de cette le point final de cette présentation, c'est l'idée de faire progresser la déontologie. C'est un peu mon dernier chantier en date. Alors, je vous ai mis une citation, un gif animé d'un juge qui dit « I'm much smarter when you are ». C'est évidemment ironique. Il ne s'agit pas du tout de prendre ça au premier degré. Mais le travail sur la déontologie, pour moi, il ne s'agit pas de juger les gens, les collègues, ce qu'ils ont fait bien, ce qu'ils ont fait mal, les collègues ou les confrères. Mais derrière, il y a vraiment cette réflexion, ce travail sur le lien avec l'audience. Derrière mon travail sur la déontologie, il y a ma réflexion sur la déontologie. Il y a cette idée de renouer la confiance avec les lecteurs, de recréer de la confiance et de renouer des liens avec les lecteurs. Donc la situation est assez mauvaise en France. Je vous ai montré tout à l'heure la courbe sur la confiance dans les médias qui est toujours très basse. Globalement, on a une profession qui est perçue comme une élite déconnectée. On n'est pas dans l'idée que les journalistes sont là pour défendre les petits, stand up for the little guy, mais qui sont plus là pour défendre les puissants. C'est des choses qui reviennent assez souvent, que ce soit les gilets jaunes sur les ronds-points, que ce soit les militants politiques. Bon, c'est une petite musique quand même qu'on entend beaucoup quand on est journaliste. Et puis, il y a un attrait pour les sources alternatives. Et parmi ces sources alternatives, il y a des sources parfois qui peuvent être très douteuses. Je pense aux médias du Kremlin comme Rutube ou Sputnik qui sont de plus en plus populaires en France. Et je pense évidemment à tout ce qui est fake news et propagande électorale. Donc une des réponses qu'on met en place, en tout cas un début de réponse qu'on met en place en France, c'est le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. C'est un peu le pendant en France de votre conseil de déontologie journalistique belge, enfin belge version wallon. Je crois qu'il y en a un aussi chez les Flamands. Et on était parmi les derniers pays d'Europe, en France, à ne pas avoir ce type de conseil de presse ou de conseil de déontologie, qui a un fonctionnement tripartite, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce conseil de déontologie, il y a à la fois des membres du public, des représentants des journalistes et des représentants des éditeurs, des patrons de presse. Patrons, journalistes et public. Ces trois piliers du conseil de déontologie. Donc moi, je fais partie des fondateurs de ce machin et je suis un des représentants des journalistes, un collège journaliste au conseil d'administration. Le CDJM a commencé à rendre ses premiers avis. Je crois qu'en Belgique, ils en sont à plus de 1000 avis. Nous, on en est à 3. Donc, on a encore un peu de route, de chemin à faire. Mais cette idée, voilà, c'est de poser un regard indépendant sur les pratiques journalistiques et la manière dont ils sont au travail, mais aussi d'être un recours citoyen quand un lecteur n'est pas content, quand il a été pris à partie, quand il considère qu'un journaliste n'a pas bien fait son travail ou n'a pas respecté les règles, il peut nous saisir, il peut saisir le conseil qui va se pencher sur la production journalistique, quoi. Et c'est là qu'on retrouve cette idée, voilà, d'être davantage dans le dialogue et dans la conversation, en tout cas de favoriser la conversation entre les journalistes et le public. Ouais, je me répète un peu, mais je trouve que c'est vraiment une cohérence qu'il y a dans ce que j'ai pu faire, un fil rouge. Et pour conclure, je pense que c'est pas simplement je dis ceci n'est pas un exercice, c'est un peu l'avenir du journalisme est en jeu, c'est un peu violent peut-être comme conclusion, mais je pense quand même que si on n'est pas capable aujourd'hui de renouer
renouer le fil et de retisser les fils pardon, avec l'audience, on aura du mal à évoluer et finalement à répondre à la question, le journalisme, à quoi ça sert? C'est une question qu'on ne se posait pas du tout quand j'ai commencé ma carrière, il y a 20 ans. Et c'est une question qui monte de plus en plus aujourd'hui. Comme les médias n'ont plus le monopole de l'info, que moi, je peux très bien décider de m'informer, y compris d'ailleurs de mal m'informer sans passer par les médias. Mon impression, c'est que du coup, les journalistes cherchent un peu leur place dans ce nouveau monde. Et les enjeux sont montés d'un cran parce que, avec les manipulations d'élections, la propagande, les fake news et toute l'info, les alternative facts, tout ce contexte-là rend hyper important le travail de journaliste, mais dans le même mouvement, finalement, il est précarisé, il est remis en cause par beaucoup de lecteurs, faute d'avoir suffisamment de liens, suffisamment de confiance. Du coup, tu le Ouais. définis comment, toi? Enfin, tu réponds comment à cette question? Le journalisme sert à quoi? Alors, si j'avais la réponse, je serais millionnaire, comme on dit. Yann, juste avant de te laisser répondre, et parce que je pense qu'il y a, je sens Catherine chaud patate sur ce sujet, et donc je vais vous laisser. Moi, malheureusement, je dois absolument grimper sur une autre conversation où on m'entend. Zoom, tu le zoomes. Pardon? Trop de zoom, Trop tout de le zoom, zoom. tu Ouais, le ouais, zoomes. ouais, zoom, zoom. Donc, comme promis, Milan, je te mets animatrice. Trop de chance. Tu as droit de vie et de mort sur ce Zoom, dont l'enregistrement s'arrêtera quand tu le clôtureras, quand tu fermeras tout simplement le truc. Encore un tout grand merci, Yann, d'avoir été là et pour tout ce que tu viens de nous raconter. Je pense que c'est loin d'être inutile, que du contraire. Et oui, voilà, tout repose sur toi, Milan. En espérant qu'on ait la chance de se recroiser vite autour d'une bière ou d'autres choses à Paris ou ailleurs. Apéros. À Pérouse, bah ouais, ce serait Ce vachement. serait cool. Je sais pas comment ils vont réussir à le remettre en place par contre. Ah ouais, c'est dur. Voilà, je vous laisse continuer la conversation. Feel free, allez-y. Puis bon week-end à tous aussi, les pilotes. Et on se retrouve lundi 9h. Parce que ça va chier. Ciao, Damien. Ciao, Damien. Tchuss. Oui, moi, je n'ai pas la réponse définitive à cette question. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il faut se la poser. Je vais donner peut-être un autre exemple. Il y a pas mal d'études qui montrent que il y a des gens qui lâchent l'information parce qu'ils la trouvent trop anxiogène, parce que ça les rend impuissants. Alors, quand tu es journaliste, qu'on te dit ça, bon, tout ça un peu, bon, quand même, les gens, ils sont un peu dans leur confort douillet, ils reçoivent des nouvelles du monde, et ça les angoisse, alors du coup, ils ne veulent plus entendre parler de ça. Enfin, il y a un côté un peu, voilà, moi, je trouve ça, bon. Bah, en fait, c'est ce que je me disais. Mais tu vois, avec cette histoire, avec l'épidémie de Covid, le fait de se retrouver confiné, je me suis aperçu, moi, personnellement, que je vivais beaucoup plus mal le confinement à cause de ma surinformation. Parce qu'évidemment, comme beaucoup de journalistes, je suis tout le temps en train de bouffer des trucs sur Twitter et tout machin. Et le soir, je flippais. Enfin, je flippais. J'étais clairement plus angoissé que la situation réelle le voulait. Enfin, je veux dire, j'ai pas été malade, les gens autour de moi n'ont pas été malades. Enfin, voyez. Mais le fait d'être dans ce flot d'informations. Donc, si en tant que journaliste, moi j'ai été touché par ça, par cette idée de journaliste qui fait du mal, qui n'aide pas à vivre, mais au contraire qui angoisse, etc. Je me dis que bon, c'est une interrogation qui est intéressante. Finalement, raconter les malheurs du monde, mais sans donner aux gens la possibilité d'agir là-dessus, ça peut avoir des conséquences psychologiques. C'est pas complètement idiot comme question. Et du coup, reposer la question. Alors, du coup, quelle réponse on peut donner à ça? Il y a tout plein de projets et d'initiatives autour de ce qu'on appelle le journalisme de solution. Expression à prendre avec des pincettes, enfin, j'aurais plein de choses à dire là-dessus. Mais l'idée que nous, on n'est pas simplement là pour dénoncer des problèmes et dire regardez, ça ne va pas, mais qu'on est là aussi pour commencer à voir quelles solutions on peut apporter. Bon, c'est une façon de poser le problème de l'utilité du journaliste et à quoi il sert. Merci. Je n'attendais pas une réponse, mais je me demandais si, en la posant, j'imagine que tu as beaucoup réfléchi à la question. Donc, voilà. Voilà. Ce qu'il y avait, donc moi je termine là-dessus, je vous ai juste mis le lien, mais je vais le remettre peut-être dans
l'instant la fenêtre de chat ici. Mais est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres remarques sur ce que j'ai pu dire? Je vais peut-être arrêter de partager mon écran. Moi, j'en avais une, Yann, qui correspond un peu à ce que tu as fait sur les centrales. Tu as dit que c'était des jeux de données compliqués à traiter. En gros, combien de temps vous avez passé avant de sortir quelque chose de diffusable là-dessus? Alors, ça a duré plusieurs années, mais c'est pas du tout parce qu'on était à temps plein dessus. C'est juste qu'on était, on avait du mal à se libérer du temps pour autre. Enfin, moi ça allait, mais Victor avait du mal à se libérer du temps parce qu'il a pas mal de choses à boucler tous les jours et pas mal d'actu à traiter. Enfin voilà, on n'est pas encore. Donc à faire des briefings plus courts, écoute, c'est tout. Je leur ai Voilà. dit, mais Exactement. Et, et je vais leur rappeler d'ailleurs ce. Mais en fait, le truc, c'est que voilà, on n'est pas encore dimensionné à contexte pour encaisser une grosse enquête de plusieurs semaines comme ça. Mais du coup, on a fait ça par petits bouts. Disons que moi, j'ai dû travailler en tout 3 semaines, un mois dessus pour récupérer les données. Enfin non, même d'abord, ça a commencé par des rendez-vous avec l'institution qui détient ce fichier pour montrer un peu patte blanche, expliquer qu'on était sérieux et obtenir leur autorisation pour avoir ce fichier. Et ensuite, après, il a fallu travailler sur ce fichier, qui est assez lourd, avec beaucoup de. Enfin voilà, on ne peut pas trop l'ouvrir dans Excel ou des trucs comme ça. Il faut vraiment utiliser des langages de programmation comme Python ou R pour l'explorer. Donc ça fait quand même pas mal de boulot derrière. ouais, puis j'imagine que si c'est dans le même genre que ce que j'ai pu voir, il y avait aussi pas mal de nettoyage à faire derrière aussi. Exactement, un petit peu de nettoyage. Plus derrière la réalisation des infographies et une nouvelle série de rendez-vous avec les experts en question pour voir si les choix justement de nettoyage, de regroupement, de catégorisation, de tendance, voilà, si tout ça avait du sens pour eux. Et là, la bonne surprise pour moi, c'est qu'assez vite dans ces rendez-vous-là, ils ont dit que c'était intéressant et que c'était une bonne exploitation des données et qu'eux-mêmes n'auraient pas forcément ont pas l'habitude de faire ça ou n'auraient pas forcément pensé à faire ça, mais trouvaient que c'était légitime et intéressant de le faire. Et ça a été pour moi un feu vert qui s'allumait parce qu'on disait, bon voilà, on est sur une matière compliquée, mais on n'est pas complètement à côté de la plaque, on a quelque chose qui peut être... Mais effectivement, c'est un projet lourd et incertain, parce qu'il y a eu certaines réunions, on en sortait en disant, mais on ne va jamais arriver à synthétiser et à avoir un niveau de connaissance suffisant du sujet pour s'emparer des données et en faire quelque chose de digeste, en plus derrière pour le lecteur. Il y a eu des moments où on a sérieusement douté, quoi. Mais je suis quand même assez fier du résultat. C'est un sacré boulot, c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'il y a quand même énormément de repasse derrière, quoi. Ouais, clairement. Bon. Toujours sur une question de temps, puis après je laisse la main à mes camarades. L'application que tu as montrée, où ça te permet de partager des stats avec le reste de l'équipe de contexte, tu passes combien de temps pour faire des ajustements comme ça pour l'interne ou pour l'équipe? Bon, ça va plus être à base d'une journée par-ci, une journée par-là. Enfin, tu vois, je vais faire un robot sur Slack, ça va me prendre une demi-journée ou une journée pour bien soigner les choses. Je vais faire un nouvel écran avec des graphiques en radar ou en machin, c'est pareil, ça va me prendre une journée en plus, quoi. Donc, mon travail aujourd'hui à Contexte, il est en bonne partie quand même sur des outils internes utilisés par la rédaction. Et une partie sur des infographies ou des datavises, ça c'est plus visible pour le lecteur. Mais il y a quand même effectivement une bonne partie qui est invisible parce que j'ai des collègues qui refuseraient de faire ça, qui trouvent ça, voilà, qui trouvent que c'est pas le rôle d'un data journaliste de faire ça. Moi, j'aime bien aussi bosser pour mes collègues. Je pense que si je faisais que ça m'emmerderait, puis j'aurais un peu la frustration de ne pas être publié, de ne pas, tu vois, signer des choses, quoi, de ne pas être visible. Mais honnêtement, si c'est quelques journées par mois comme ça que je consacre, où je travaille pour mes collègues et pas pour le lecteur, ça ne me dérange pas vraiment. Merci. Du coup, Yann, j'avais une question à te poser. C'était sur les chatbots, tu en as parlé. Justement, je voulais savoir en fait quelles étaient les possibilités à l'époque quand elles ont été lancées par différents médias. Est-ce qu'il y avait déjà
l'opportunité de mettre du texte, du son, des images, des vidéos? Si oui, est-ce que certains médias l'avaient tenté? Comment ça s'était passé? Et si en dehors des médias, il y avait eu des exemples de projets, de récits interactifs sur un chatbot? Où vraiment, Donc, tu c'était veux dire les bots Messenger, de... par exemple? Les bots Messenger, des trucs comme ça? Ouais, exactement, ouais. En fait, c'est assez intéressant comme question parce que mon intuition, quand c'est sorti, c'est que il y a quoi? Il y a 5 6 ans, comme c'était Facebook qui lançait le truc, à grand renfort de, tu vois, de roulement de tambour en disant voilà, maintenant, tout le monde doit être sur Messenger et tout le monde doit faire des bots sur Messenger. Pendant un mois, on a vécu dans cette espèce de mythe qu'il n'y aurait plus de page Facebook ou qu'il n'y aurait plus d'applications, même d'applications mobiles, tu sais, pour les médias, que tous les médias passeraient dans Facebook Messenger. Bon. Assez vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Du coup, les quelques expériences qu'il y a eu, moi, m'ont très vite saoulé parce qu'en fait, c'était quasiment du push en fait, à l'intérieur de Messenger. Donc, tu avais l'impression d'avoir les mêmes choses que les notifications. Il y avait assez peu de trucs qui étaient un peu intéressants. Quartz avait fait un mode conversationnel aussi qui était pas mal. Le Nouvel Obs avait fait 2 3 formats comme ça, notamment pour les élections. Audrey Cerdan, Nouvel Obs, il avait fait des choses qui étaient assez sympas. Mais ça n'a pas pris. Mais pour finir sur ma réponse, je me souviens de m'être dit en me disant, bon, tout le monde est en train d'abandonner ce machin. En fait, en vrai, si ça se trouve, il y a des trucs super à faire dessus. Mais comme tout le monde a tu sais, cette espèce de suivisme de dire ah, regardez, Messenger, c'est l'avenir, maintenant il faut que tous les médias soient sur Messenger, les gens ils s'y mettent et puis ils font souvent des trucs tout pourris, juste parce qu'en fait, au départ, c'était pas leur projet de faire ça, en fait. C'est juste que Facebook arrivait avec l'outil et que du coup, il fallait y être. Tu vois. Mais en vrai, donc il y a cette espèce de création artificielle d'innovation de nouveaux produits. Et alors, je me dis que si c'est quelqu'un qui aime vraiment ça, qui kiffe ce format-là et qui a envie de le faire, voilà, il y a un exemple notamment en Inde d'un journaliste sur WhatsApp qui s'est construit une communauté comme ça en diffusant de l'info sur WhatsApp et même en se faisant payer pour diffuser de l'info sur WhatsApp. Et le mec, il gagne sa vie comme ça, tu vois. Et pour moi, ça, c'est vraiment de l'innovation dans le sens où c'est pas juste qu'il a eu accès à la technologie ou que la technologie est à la mode, mais que, là, pour le coup, c'est une technologie qui a un vrai sens dans une zone rurale, dans une zone montagneuse, je crois, de gens qui sont coupés d'informations et qui permettent de diffuser avec un coût proche de zéro et de créer sa communauté comme ça, quoi. Donc, j'enterre pas du tout les chatbots et les trucs comme ça, mais c'est vrai que les expériences, pour l'instant, qui a eu lieu, ont été plutôt décevantes. Et justement, qu'est-ce que tu penses pour rebondir à l'actualité du Monde qui propose maintenant de suivre l'actualité du coronavirus sur WhatsApp ou de, par exemple, Le Temps, quand il y avait le confinement, il proposait d'envoyer des voice notes à la rédaction en vue d'un podcast et d'un article. Qu'est-ce que tu penses de ces initiatives, pas sur Messenger, mais sur WhatsApp? Que du bien, je pense. Enfin, honnêtement, j'ai pas regardé, tu vois, ce que propose Le Monde sur WhatsApp, mais c'est toujours mieux les deuxièmes vagues que les premières, en fait. La première vague, souvent, c'est un peu raté. Le data journalisme, c'était un peu ça. C'était la mode, on a commencé à former pas mal de gens, y compris des gens qui n'avaient pas forcément le goût pour ça ou l'intérêt pour ça, y compris des gens qui n'avaient pas le temps, tout simplement, parce que quand tu es sur un média de flux type radio, bon, bah, des fois, tu peux pas vraiment te poser pour apprendre à faire des graphiques. Bon. Donc c'était un peu en décalage avec l'état réel de la profession. Il y a eu des grandes tribunes et des grandes conférences sur le mode, le data journalisme va sauver la presse ou et l'avenir des médias. Et ensuite, tout ça est retombé comme un soufflet. Et finalement, c'est la deuxième vague qui est intéressante, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec des gens qui sont de plus en plus nombreux à l'intérieur des rédactions, qui traitent la discipline ou la chose sérieusement, qui se forment, qui vont dans des conférences, qui font des meet-up, qui font des formations, qui échangent des connaissances, tu vois. Et tout ça, évidemment, totalement invisible du grand public ou de la hype générale. Personne va, tu vois, enfin, disons, il y aura très peu de papiers aujourd'hui, parce que tous les papiers là-dessus ont été publiés. Et moi, des fois, je rame avec des gens qui me disent ah non, mais le data journalisme, c'est fini, machin, et tout. Et je dis ah, mais non, c'est pas fini, enfin, c'est juste que tu le vois pas, et c'est juste que, en fait, tu n'en as pas suffisamment conscience, mais regarde là, regarde là, regarde dans tel média, regarde dans telle rubrique, regarde. Et j'ai très souvent comme ça que j'ai très souvent l'impression que les innovations fortes dans les médias, elles s'installent en deux temps, quoi. D'abord sous forme caricaturale et un peu hystérique, et ensuite sous forme réelle après.
Ok, super. S'il n'y a pas d'autres questions, je veux bien t'en poser une. Il y a 3 ans, j'avais réalisé mon mémoire de fin d'études sur le rôle de l'éditeur web dans un pure player, en l'occurrence 7.info. Et je t'avais interrogé, je ne sais pas si tu t'en souviens, du coup, je t'avais Ouais. fait une interview. Et je voulais savoir un peu comment avait évolué ta vision sur le long format sur le web. On sait que depuis 3 ans, il y a quelques médias qui se sont cassés la gueule, deux, trois qui ont essayé d'apparaître, ID News depuis un an. Je voulais voir un peu comment tu voyais la chose du long format sur le web. Vaste question, vaste question. Je pense qu'il y a eu un malentendu sur le long forme, je pense, il y a quelques années. Euh, qu'a- Parce qu'il y a, enfin, ce qu'on a appelé l'effet snowfall. C'est-à-dire que le New York Times a sorti cette espèce d'ovni qui était ce reportage sur cette enquête sur l'avalanche, voilà, Snowfall, voilà, ce format-là, avec des cartes en 3D, avec des vidéos, espèce de truc hyper chargé, quoi. Et comme le New York Times l'a fait, que ça a bluffé tout le monde à l'époque, il y a- tout le monde s'est un peu jeté là-dessus. Et puis il y a eu cette espèce de discours aussi, parce que les journalistes adorent dire ça, c'est de dire on me force moi à faire court, tu vois, parce que je dois remplir des cases parce qu'on a décidé qu'il fallait que ça fasse pas plus de 3000 ou 4000 signes, nanana. Mais en fait, en vrai, mon lecteur, il rêve que je fasse plus long, tu vois, que je fasse des longs trucs. Donc tu as une espèce de collision entre, regardez, les mecs cool du New York Times, ils font Snowfall. Moi, je suis journaliste et je suis toujours un peu frustré parce que j'ai toujours l'impression que je devrais faire plus long. Et en plus, des outils de publication type raconteur, GT, enfin, tu vois, des maquettes très larges, très amples, avec beaucoup de photos, machin. Bon. Et ça s'est un peu cassé la gueule parce que, du coup, pour des raisons voilà, que j'ai un peu dites, c'est que personne, du coup, n'a vérifié dans l'histoire si c'était une vraie demande du lecteur ou pas, en fait. Donc le New York Times a assez vite abandonné complètement ce genre de choses, fait des formats qui sont très très différents aujourd'hui, ils sont super intéressants, ils sont parfois même longs, au sens long à lire, mais en tout cas, ils ont clairement rejeté leur bébé, leur propre création. Euh, et le reste de la profession a mis du temps aussi à se réajuster en disant bah, innover, c'est pas forcément faire un truc long avec des grandes photos pour aller vite, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on a traîné pendant plusieurs mois, tous ceux qui travaillent sur les nouveaux formats, à la fois en mode les journalistes voulaient faire ça, alors que nous, bah, on avait commencé à avoir l'intuition que ça pouvait être intéressant de faire autre chose, d'aller chercher, voilà, que ça pouvait être peut-être plus intéressant de faire, comme tu dis, un truc sur WhatsApp, par exemple, ou voilà, plutôt que de faire une longue tartine avec plein de photos dedans, quoi. Mais ouais, c'était un peu la demande, quoi. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qui reste finalement du long forme? Euh, je suis pas sûr. Enfin, pour le dire clairement, un très bon texte avec de très belles photos, tu vois, que ce soit la mode du long forme ou pas, les gens vont le lire. Tu vois, un reportage de Florence Aubenas dans Le Monde, nanana, tout le monde a partagé, tout le monde a trouvé ça génial, même si c'est très long, parce que c'est bien écrit, parce qu'elle a pris le temps d'enquêter, parce qu'elle a plein de citations intéressantes. Donc, de toute façon, il restera toujours ce long forme-là qui est la belle production. Voilà. En revanche, je pense qu'il y a d'autres formats qui sont pas du long forme, mais qui peuvent être très longs, mine de rien. J'ai toute une théorie sur le journalisme à la petite cuillère, où l'idée que tu as des formats comme ça, où au lieu d'avoir un long texte qui se déroule, tu vas choper juste une photo, une légende, puis une deuxième photo, tu cliques, une deuxième photo, une deuxième légende. Et il y a beaucoup de formats qui sont basés sur cette espèce de petit bout par petit bout, en fait, tu vois, petite cuillère par petite cuillère. Et je m'étais amusé sur mon blog une fois à décompter le nombre de signes totaux de certaines productions qui sont sur cette mécanique-là. Et en fait, ça fait des trucs super longs, tu vois. Mais on va pas appeler ça long forme parce que ça ressemble pas au long forme tel qu'on le connaît, quoi. Donc, je pense que globalement sur le web, il faut faire la longueur que ça vaut, la longueur que ça vaut, tu vois. Et c'est pas une question de contrainte de 2000, de 4000, de 5000 signes. C'est aux journalistes d'anticiper la curiosité du lecteur sur le sujet et son envie de lire, est-ce qu'il va en avoir envie ou pas. C'est un pari que fait le journaliste sur l'intérêt que peut susciter un sujet chez son lecteur. C'est pour ça qu'il va faire court ou qu'il va faire long. Et il ne faut pas chercher le long forme pour le long forme pour se faire plaisir ou pour voilà.
mais plutôt continuer à expérimenter sur les formats de récits. Et des fois, des trucs très bêta, enfin qui paraissent très bêta, où c'est juste, tu vois, 3 lignes par 3 lignes, ben, en fait, finalement, ça marche. Parce que c'est bien illustré, parce que c'est vivant, parce que... Et au final, t'as bouffé autant d'infos que dans un long forme, quoi, pour le dire un peu vulgairement. Moi, j'ai une question, mais je veux priver personne. Non, vas-y, fonce. Ok, d'accord. Je travaille sur... je fais de l'enquête et de l'investigation en Belgique et j'essaye de le faire de façon collaborative. J'utilise ce mot-là plutôt que de parler de participation parce que le but, c'est de faire rentrer les sources dans le travail journalistique. Et du coup, je travaille dans des documents partagés, notamment. Et je me demandais si tu avais, genre Google Doc, quoi. Je me demandais si tu avais d'autres suggestions d'outils ou de nouveaux formats super légers, parce que je cherche vraiment à développer des méthodes de travail pour les journalistes freelance qui n'ont justement pas l'appui d'une rédaction et ce genre de choses pour travailler en équipe. Donc des trucs légers qui permettent de minimiser au max tout ce dont tu as parlé, donc la distance lecteur-journaliste, mais en fait moi plutôt que de travailler avec les lecteurs, je travaille avec les sources. Oui, je comprends l'idée. Ouais. J'essaye de mettre de la transparence là-dedans. Donc, quiconque est intéressé peut venir voir, etc. Mais moi, je cherche l'interaction avec des personnes qui ont vraiment des informations à apporter plutôt qu'une opinion. Je réfléchis. J'avoue que j'ai pas trop d'idées là-dessus. Après, sur la thématique plus globale du rapport entre les journalistes d'investigation et leurs sources, et la sécurité, et le travail aussi en commun entre journalistes, Ouais. les gens intéressants, mais je pense que c'est des gens que tu connais déjà, c'est des collectifs comme l'ICIJ, ou l'autre, le European Journalism, machin, Investigation Journalism Network. Enfin, ces collectifs qui se sont montés pour travailler sur des grosses enquêtes, eux, ils ont davantage l'habitude et l'expérience de la relation avec des sources sur des sujets sensibles. Je ne sais pas si ça va En fait, jusqu'à... la distinction que j'essaye de faire, c'est de dédramatiser aussi un peu le côté investigation et enquête. Parce que c'est pas parce que je travaille dans ce créneau-là du journalisme que je suis dans des leaks ou des trucs, tu vois, avec des sources complètement qui sont des lanceurs d'alerte, quoi. Enfin, tu vois, je distingue quand même les deux notions. Et donc, je fais plus que enfin, je ne fais pas du reportage, je fais un peu plus que du documentaire. Donc, je shift vraiment vers le monde de l'enquête et de l'investigation sans pour autant avoir besoin d'utiliser... Enfin, si c'est nécessaire, je pourrais le faire, mais sinon, j'essaye quand même d'avoir de l'ouverture tout en mettant, tu vois. Donc, justement, d'utiliser des outils qui sont super open et super fastoches, quoi. Et c'est pour ça que je suis arrivée pour le moment, je travaille en Google Doc parce qu'en fait, c'est ce qui fonctionne le plus avec des personnes qui ne sont pas forcément super numérisées, disons, et donc du coup comprennent l'intérêt de travailler dans un document partagé pour aller directement venir fact-checker presque l'enquête que je suis en train de faire sur leur domaine d'expertise. Ok, je comprends mieux, ouais. C'est vrai? Je comprends mieux. Mais je pense que pour le coup, la Google Doc est vraiment le meilleur choix. Alors, le seul truc, c'est des questions de sécurité et d'accès. Si Ouais. tu dois faire une enquête sur la NSA ou sur les services secrets américains, machin, bon, on sait On est qu'ils ont d'accord. maintenant accès. Donc là, il faudra peut-être une couche supplémentaire de sécurité. Mais bon, pour le tout Quelques-unes. venant, c'est un super choix parce que à peu près tout le monde a un compte Google. Et donc, si vraiment l'accessibilité est le premier critère, Ouais. Google, pour ça, ils sont assez imbattables, quoi. Enfin, moi, je trouve. Et tu as des exemples dans des rédactions ou d'autres journalistes freelance qui fonctionnent comme ça? Parce que moi, je cherche à, Alors, à développer ces pratiques, si tu veux. de manière En Belgique, il n'y a vraiment pas grand monde. de manière formelle, en tout cas, nous, à Contexte, on utilise beaucoup ces outils-là. À la fois Google Sheets pour toutes les données des infographies,
Ouais. Donc ça, les journalistes passent beaucoup de temps sur Google Sheets. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils peuvent travailler à plusieurs sur le même document. Et même, si tu veux, les newsletters qu'on envoie tous les matins, elles sont aussi à la base travaillées dans un Google Doc. Mais vous ne travaillez pas avec le public, vous travaillez juste en rédaction. Non, alors c'est ce que j'allais dire. Ça, pour l'instant, c'est à l'intérieur de la rédaction. Après, de manière informelle, il y a beaucoup de journalistes qui travaillent et qui vont utiliser les trucs de collaboration pour arriver à quelque chose d'approchant de ce que tu décris, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, ils vont partager avec d'autres journalistes ou effectivement avec... Mais après, l'idée d'aller un cran plus loin et de partager avec une source, je trouve ça vachement intéressant. Je trouve que c'est un saut psychologique pour beaucoup de journalistes, tu vois. Ouais, c'est vraiment Mais, compliqué à faire passer comme idée. mais ça peut être absolument génial d'avoir un expert qui corrige et qui commente. Et puis tu vois, même à la rigueur que tu le mettes en scène. Ça me rappelle à rue 89, un jour, j'étais arrivé, j'avais fait passer l'idée, c'est on va faire une opération spéciale, on va faire pendant une journée entière, on va publier les articles, tous les articles qu'on prépare, on va les publier en train d'être rédigés, en embêtant des Google Docs à l'intérieur des articles. Et donc ça, les gens verront les journalistes en train de taper leur article. Et les chefs avaient accepté cette idée folle. Et ça avait foiré parce qu'à l'époque, je m'étais aperçu au dernier moment, enfin un peu de temps avant de lancer l'affaire, que l'embed ne fonctionnait pas si tu n'avais pas un compte Google. À l'époque, tu ne pouvais pas embedder un Google Doc dans une page web. Pour que la personne voie l'article, il fallait qu'elle ait un compte Google. Je crois que ça a changé peu de temps après, mais c'était, on avait perdu l'idée, tu vois, on n'était pas passé à autre chose, quoi. Mais je trouvais absolument fascinant, j'ai toujours regretté qu'on n'ait pas fait, cette idée que les gens commencent à voir l'article en cours de rédaction et peuvent mettre leur grain de sel et commencer à commenter et à filer des infos. Donc je pense que ton idée est intéressante et un outil comme Google Doc est bien, d'autant plus que, alors là c'est un peu plus technique, Google Doc propose, les outils Google ont très souvent des API derrière qui sont assez bien fichus. Moi, j'utilise pas mal les API de Google Calendar pour les agendas de la rédac, ici à Contexte. J'utilise aussi l'API de Google Images, enfin, tu sais, reconnaissance de texte, OCR. J'utilise aussi l'API de Google Sheets pour les données. Et donc, toi, par exemple, tu pourrais très bien avoir ton système basé dans Google Doc, tout le monde qui travaille pépère dans Google Doc, avec les commentaires, avec les révisions, avec machin. Et derrière, tu récupères ces infos-là sous forme de flux et tu le présentes dans une vraie maquette avec des commentaires dans un style de commentaire. Et là ça peut être super intéressant. Okay. Alors, je le fais en partie. Enfin, en fait, j'ai fait pilote l'année dernière. Ouais. Là, je m'incruste un peu dans la session de cette année-ci. Mais donc, j'ai testé, j'avance avec cette méthode-là depuis l'année dernière, quoi. Et j'ai des bons résultats pour le moment, mais je suis tout le temps en quête de nouvelles façons de faire de la collaboration. Donc c'est cool. Ok, merci. Okay. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Les projets qui demandent pas mal de traitement data prennent quand même vite pas mal de temps. Comment faire lorsqu'on n'est pas dans une rédaction, dans une rédaction pour trouver des sources de financement qui permettent de mener ces projets à bien. Étant donné que c'est souvent au final des projets de plusieurs semaines pour faire un contenu, quoi, là où les journalistes sont habitués à souvent faire bien plus. Et du coup, quelle source de financement est-ce que tu penses Alors, c'est une très bonne question. Il y a une piste pour toi. Ce sont les bourses accordées notamment au niveau européen pour tout ce qu'on appelle le cross-border journalism. Donc, en gros, c'est des bourses. Donc, il y a le European Journalism Fund, je vais essayer de trouver l'adresse, qui va te débloquer 10 000 euros par-ci, 5 000 euros par-là. À condition, si tu veux, que tu te mettes en réseau avec d'autres journalistes européens qui travaillent sur le même sujet. L'idée, c'est de favoriser les initiatives type Panama Papers et compagnie. Et c'est surtout parce qu'en fait, au même moment, à un instant T, si tu veux, si tu prends toute l'Europe, il y a très souvent plusieurs journalistes qui travaillent en même temps sur le même sujet. La corruption, les aides agricoles de l'Union européenne, tu vois, enfin... Et en fait, ils ont tout intérêt à se mettre en commun
avec cette idée de choper quelques financements éventuellement, de travailler de manière complémentaire et pas refaire tous la même enquête au même moment, et aussi, des fois aussi, de tout publier le même jour, qui est le coup classique pour faire émerger un sujet, et tu vois, et que ça prenne un peu, que la sauce prenne, que tu aies des reprises, etc., pour ton enquête. Donc il y a énormément d'initiatives, et il y a un peu d'argent à dégager. Après, il ne faut pas rêver, c'est pas non plus. Enfin, du coup, c'est aussi du travail en plus. Pour le coup, c'est tous les projets comme ça collectifs. Du coup, il faut aussi faire un peu la gestion de projet, réussir à réunir tout le monde sur Zoom ou parfois même en réel quand on peut. Et voilà, moi, j'ai pas participé à des marchés comme ça, mais j'ai vu pas mal de gens le faire. Et c'est toujours super intéressant, même si bon, tu ne deviendras pas riche avec ça, mais, mais c'est intéressant. Sinon, pour le reste, à part les bourses et les fonds comme ça, après, c'est pas impossible de convaincre un rédacteur en chef de laisser un peu plus de temps, quoi. Souvent, il suffit d'avoir fait un premier format, une première production data qui marche, en fait. À partir du moment où ça marche, ça crée un momentum, ça crée un mouvement, un mood, une ambiance globale dans la rédaction. Les gens se disent, putain, lui, en fait, il a ou elle d'ailleurs, elle a passé 2 jours ou 3 jours où effectivement elle n'a rien publié d'autre, mais au final ça valait le coup. Donc la prochaine fois on va lui donner une semaine, tu vois. Qu'au début tu commences moi c'était ça, à Euro 89, au début je grattais une demi-journée ou une journée, puis après en fait c'était plus une semaine. Puis en fait au bout d'un moment les chefs m'ont dit bon en fait tu vas arrêter d'éditer les articles, de faire de l'édition web, et tu vas vraiment uniquement faire des nouveaux projets, parce qu'en fait ça marchait, ça fait parler du journal, ça fait des reprises, tu vois, donc voilà, enfin, voilà ce que je peux répondre sans être trop long. Ouais. Ok, merci. Ouais, j'ai eu un peu la même expérience à France Inter où la première fois j'ai fait un petit truc rapide et puis c'est cool, tu proposes un autre sujet, bon là tu peux passer 3 jours dessus et puis avant de partir de France Inter j'ai passé 2 semaines délocalisées entre guillemets dans dans un autre service pour pouvoir faire un sujet data, donc généralement ça se passe comme ça aussi enfin ça s'est passé comme ça pour moi aussi. Moi, je vais devoir vous quitter bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques brûlantes? Non, pas vraiment, mais c'était vraiment cool de t'entendre. Bon, je vous laisse mon adresse email dans le chat, là, machin. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions qui vous viennent, ou si vous voulez que je revienne sur un outil. Voilà, n'hésitez, enfin voilà, si j'ai parlé d'un truc et que vous n'arrivez pas à le retrouver, par exemple, faites-moi signe pour que je vous renvoie le lien ou puis le tuyau en question. Hop. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Yann. Bon week-end et bonne chance dans vos projets. Et puis, faites la bise à Damien quand vous le croisez en vrai. Ça marche. Ciao. Salut. Salut. Et qu'est-ce que vous faites là, vous, en fait? Comme ça, vous êtes perdu entre Liège et Bruxelles, vous êtes perdu de ce côté-là. Oui. La voiture est tombée en panne, c'est ça. Et on vous a laissé les clés étaient sous le paillasson, et donc voilà, vous êtes rentrés. Et vous ne sortez plus maintenant jusqu'où? On va aller chercher. Tu nous entends? Oui. Ouais. On va aller chercher les casquettes quelque part. Elles doivent être cachées. Ah, bien vu. Et quoi, vous avez bossé là ou quoi? Toi, tu es arrivé juste à temps. Ouais, moi, je suis arrivée à 14h et je ne savais même pas qu'il y avait un... C'est Jerry qui m'a dit qu'il y avait un... D'accord. Ouais. Cool. Vous allez bien? Vous avancez bien? Qui avance bien? Dites-moi qui avance. Qui avance bien? Lola avance bien. Quand tu vois les trucs terribles de vingtaine. C'est vrai, c'est chouette, c'est vrai que c'est cool. Ouais. Super bien. Mais depuis le début, elle s'est lancée au début et c'est vrai que... T'es allé voir ce qu'il a fait sur Instagram? Oui, tout à fait. J'ai pas été voir depuis 2-3 jours, mais ouais, non, j'ai vu au début, là, c'est chouette. Ouais, non,
Elle n'a pas peur, quoi. Elle se lance, c'est pas fini. Voilà, j'admire ça. Moi, je fais des trucs, mais je n'ose rien montrer parce que tout est mauvais. Et Lola, elle y va, elle se lance et c'est bien, c'est chouette. Ouais. Donc, Bah, c'est vrai, elle a aussi des gens autour d'elle qui l'aident. Donc tu vois que ça porte beaucoup aussi, quoi, une petite équipe. Ils sont vrai 10 que c'est chouette. quand même. C'est déjà une petite grosse équipe. Ils sont 10. Ils sont combien? C'est 10 amis. Oui, Non. ils sont 10. Après, il y en a, je pense, 2 qui l'aident vraiment de près. Ah ouais, ok. Mais après, il y a des gens qui font, tu vois, un peu de montage, un peu de modération. Et en une semaine, elle a atteint quasiment 450 followers. Ouais, génial. Ah non, moi, je pensais qu'ils étaient 2-3, quoi. Mais ils sont 10, oui, d'accord. Tu vois, moi, si j'avais 10... Ouais, aucun mérite, hein. Ouais, non, moi, si j'avais 10 personnes dans After Effects, moi, c'est pas top. Je suis le maître du monde, voilà. Ouais, c'est ça, quoi. Mais, donc, voilà. Non. Moi, j'ai quand même... je t'avais dit, Béa, sur les conseils de David, je fais une petite... un brainstorming créatif mercredi prochain. Oui, avec ton équipe. Voilà, donc je suis parvenue à avoir 4 personnes. Et donc, bien, donc voilà, on verra bien. Et il invite différents acteurs et puis ils vont discuter. Ça donne quoi. Brainstorming ensemble. Et tu les as identifiés comment? 2, c'était mes personnages. Donc j'ai un instit et une maman avec qui ça a super bien collé. Ouais. Et c'était rigolo parce que je l'ai eu hier et donc je lui ai révélé mon projet. Elle a fait un waouh, elle a crié comme une dingue. Ouais, génial! Alors qu'on ne se connaissait pas. Et quand j'ai proposé de participer, elle me dit oh, génial, génial. Elle était toute, voilà, je ne savais plus la calmer. Et puis j'ai une illustratrice pour enfants, c'est une copine qui. Et un gars qui fait du cinéma d'animation, quoi. Je dirais, donc il y a une petite boîte.